donc on a parlé de statistiques, on a parlé de génétique et on a parlé de social et de politique. Et on va continuer à parler de social et de politique avec un thème que je vous propose qui est médecine humaniste, médecine comptable, le poids économique des personnes âgées. Vous avez entendu tous, sans doute, il y a un mois ou deux, un sondage en Belgique qui était que on posait la question aux gens, est-ce qu'à partir de 80 ans, ça vaut le coup de continuer à soigner les gens? Et étonnamment, il y en avait au moins 70% qui disaient, bon non, ça vaut pas tellement le coup. Donc ça posait quand même un problème éthique et ça pose le problème économique du poids de la santé. Alors, moi, si j'ai bien compris quelque chose, le vieillissement, c'est une notion élastique. Hein, c'est ce que vous nous avez dit. Donc, ça veut dire que, bien sûr, on ne va pas travailler à le réduire, hein, j'espère. On va travailler à devenir tous plus vieux. C'est ça? Allez-y, c'est bon. L'idée de départ est que le vieillissement et la durée de vie d'un organisme est élastique. Et de toute façon, il n'y a qu'à se retourner derrière soi et pour voir qu'elle l'est vraiment. Et on la voit tous les jours, mais on ne la perçoit pas. C'est-à-dire que tous les individus ne décèdent pas au même âge, d'accord, tout simplement. Donc l'élasticité est là, mais il suffit de la voir. L'expérience la révèle de manière définitive et incontestable, et elle permet également de la travailler. Alors l'idée de ces angles d'attaque dans la recherche biomédicale actuelle et moderne qui sont menées dans différents pays, et y compris aux États-Unis bien sûr, ce n'est pas de prolonger la durée de vie indéfiniment. Il y a certains scientifiques ou pseudo-scientifiques en ont très envie, mais ce qui anime les gens pour lesquels je vous ai montré les travaux très brièvement, c'est littéralement de faire disparaître les pathologies associées à l'aging, au vieillissement. Et l'idée étant que en différant ou en dopant un petit peu les organismes avec ces divers moyens que je vous ai montrés, mais il y en aura d'autres, ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres, j'ai fait juste une petite sélection, c'est de complètement faire... en fait, j'avais une fois un collègue gérontologue qui avait dressé une courbe devant des étudiants à l'université de Montpellier, je l'ai trouvé intéressante, c'était en fait de montrer l'importance, alors l'apparition de cancer, l'apparition de toutes les pathologies associées à l'âge, notamment Alzheimer, etc., etc., et en fait, sa courbe va vous montrer en fait, qu'en décalant légèrement avec des moyens d'intervention, soit moléculaires, soit génétiques, soit une pilule, hein, parce qu'il y a plein de laboratoires qui travaillent là-dessus aussi, de manière très très pertinente d'ailleurs, eh bien, de décaler tout ça et de, en fait, littéralement faire disparaître ces pathologies avec une espérance de vie en bonne santé. Voilà. C'est ça l'idée. Si j'ai bien compris, par contre, et là je rejoins la statistique que vous aviez montrée, on va allonger l'espérance de vie en bonne santé, mais en fait, on va mourir plus rapidement. C'est-à-dire qu'à un moment, vous parliez du fait que quand on allongeait l'espérance de vie, la période de fin de vie était plus courte. J'ai bien compris ça? Alors, ça, c'était le grand espoir des années 80. L'idée, mais alors, elle était exprimée dans le sens inverse, mais elle revenait à ça. C'est-à-dire que dans les années 80, on était persuadé qu'on était aux limites de la longévité. Donc on pensait que l'espérance de vie ne pourrait plus augmenter. Par contre, on venait de découvrir les grands facteurs de risque, le rôle de l'activité physique, le rôle du tabac, d'une mauvaise nutrition, des stimulations cognitives, etc. Et donc l'idée, c'était il suffit que les gens adoptent des bons comportements de santé, plus tous les progrès médicaux qu'on envisageait à l'époque. Et mécaniquement, ça va aller mieux. Mécaniquement, ça allait comprimer, d'où le terme de compression de la morbidité, parce qu'on allait repousser à plus tard l'apparition des maladies chroniques et leur aggravation, c'est-à-dire l'apparition des handicaps associés. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit, c'est l'espérance de vie qui a explosé, mais heureusement, ça ne s'est pas si mal passé que ça, parce que l'espérance de vie sans incapacité a finalement augmenté autant ou un petit peu plus, si bien qu'on n'a pas une diminution de l'incapacité, mais globalement, ça n'a pas beaucoup bougé. On a autant d'incapacité aujourd'hui, autant d'années d'incapacité aujourd'hui, avec une espérance de vie beaucoup plus longue que dans les années 80. Alors attention, ce qu'on appelle l'incapacité, est-ce que c'est l'apparition des maladies chroniques, c'est-à-dire celles pour qui il y aura un poids économique, celles pour qui on va payer tous les jours, la petite pilule pour le cholestérol, des trucs comme ça, ou c'est une incapacité, une dépendance? Qu'est-ce que vous appelez l'incapacité exactement? Alors là, c'est tout un monde. Autant le démographe est content de travailler sur la
mortalité rapidement. parce que c'est vivant ou décédé, blanc ou noir. C'est très simple à mesurer. Quand on parle après de morbidité, de maladie chronique, qu'on parle d'incapacité, il y a 10 concepts d'incapacité, de déficience, de limitation fonctionnelle, de restriction d'activité. Ça devient très compliqué. En fait, c'est un continuum. C'est un continuum et plus l'état de santé se dégrade, donc plus les maladies chroniques deviennent importantes, plus on a des difficultés à fonctionner dans la vie. Il y a des difficultés qui aujourd'hui sont bien repérées, donc tout de suite on va dire aux personnes elles sont handicapées. Vous savez, c'est le fauteuil roulant qui est le signe que la personne est handicapée, alors qu'en fait dans le monde des personnes handicapées, les personnes en fauteuil roulant sont très peu nombreux, donc ce n'est pas le bon symbole, et en plus le fauteuil roulant n'est pas le symbole du handicap, mais de la libération du handicap. Donc voilà, pour montrer que c'est très compliqué, donc je ne vous en dirai pas plus là. Alors, Anne-Marie Guimard, vous avez parlé de l'exemple finlandais et de ce vieillissement actif. Hein. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Qui, dans la salle, aimerait ou aurait aimé finalement rester en activité plus longtemps? Levez la main ceux qui aimeraient ou auraient aimé. Il y en a beaucoup. Hein. Donc il y en a pas mal. C'est quand même 50-50, ils ne sont pas majoritaires. Hein. Alors, quand on parle du poids économique des personnes âgées, en fait, donc il y a les opportunités liées à la silver economy, on va en parler plus tard. Mais il y a aussi le poids économique, justement, de toutes ces maladies chroniques. Alors, opportunité ou problème quand même, la vieillesse au niveau économique? Non, mais vous réduisez les opportunités à la silver economy. Non, elles sont bien plus larges que ça. Je vous pose une question. Moi, je ne dis rien. Je vous pose une question. Effectivement, quand on parle silver economy, on dit, ah bah oui, les seniors, plus de seniors, donc plus de vieux, parce que dans notre langage, on a euphémisé avec seniors, mais derrière, pour les décideurs politiques, ça veut dire vieux, et ça commence à plus de 60 ans, ce qui est quand même absolument, qui est absurde aujourd'hui. Parce qu'on sait bien que les problèmes de limitation, etc., interviennent, Jean-Marie vient de le dire, interviennent de plus en plus tard. Donc c'est plutôt 80-85, les problèmes de limitation. Donc effectivement, vous avez des seniors qui peuvent continuer à investir leur expérience dans le travail. Vous avez beaucoup plus aujourd'hui d'auto-entrepreneuriat des seniors, notamment, qui veulent continuer à travailler, mais qui n'ont pas trouvé la possibilité de le faire au sein de leur entreprise, etc. Parce qu'il faut dire que le monde des entreprises reste encore assez agiste en France. Différemment de l'exemple finlandais, par exemple, que je vous ai donné, et suédois, etc. On part beaucoup plus tard dans les autres pays qu'en France, en matière de retraite. Donc, les contributions économiques, elles ne sont pas seulement autour de la demande senior en différents... Il peut y avoir en fait un apport, un véritable apport il y a des seniors. Et savoir transmettre. Il y a un enjeu aujourd'hui dont on parle très peu, c'est la transmission de l'expérience entre les générations au travail, parce que vous avez aussi 3 générations. Pendant longtemps, on a fonctionné avec une seule génération au travail. Quand on faisait des pré-retraites à 55 ans, voire 50 ans, il y avait simplement les âges médians au travail. Les jeunes n'arrivaient pas à rentrer dans l'emploi, et les seniors, on les mettait à l'écart. Aujourd'hui, vous avez 2 à 3 générations au travail. Donc, il faut que les entreprises gèrent cette mixité des générations, mixité des âges au travail, et qu'elles transmettent l'expérience des anciens. C'est absolument clé, parce que vous avez des entreprises qui vont avoir un renouvellement des générations au travail absolument impressionnant, de l'ordre de 50%. On va en reparler tout à l'heure, parce que vous êtes dans une deuxième table ronde. Mais là, on arrive à la fin. Je veux juste vous poser une question à tous les deux, peut-être à vous-même, parce que c'est vous qui travaillez sur... Vous constatez en fait le fruit de son travail. Est-ce qu'il y a un âge limite au vieillissement de la cellule? Est-ce qu'on va repousser cet âge limite? Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que vraiment on y travaille? Un âge limite,
de la cellule, en fait, avec ce que je vous ai montré, c'est indiqué clairement qu'il n'y en a plus. Puisqu'on peut prendre n'importe quelle cellule et puis effacer son histoire, son âge et la rendre embryonnaire. Et on peut faire ça autant de fois que l'on veut. C'est ce qu'on appelle les cellules induites, c'est ça? Alors, c'est ce qui s'appelle la reprogrammation cellulaire. D'accord. Avec... C'est différent des cellules induites. C'est les IPS, mais des IPS un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'elles sont, entre guillemets, pour faire bref, c'est le format de luxe des IPS. Super. On vous remercie tous les trois. Merci beaucoup. On les applaudit.